La reconnaissance est la poussée morale qui encourage les aidants à continuer à s'engager envers l'aidé. La gratification est vécue comme une émotion positive ressentie par les aidants et elle est nécessaire dans leur relation avec l'aidé. Du répit, une présence, des paroles de réconfort et l'aide des institutions sont toutes des actions qui non seulement soutiennent l'aidant dans son quotidien, mais qui lui montrent qu'il n'est pas seul et que ses efforts sont reconnus. Parce que quand on calcule on fait économiser au Canada 5 milliards de dollars par année, alors il y a quelqu'un qui en profite et il y a quelqu'un qui paye pour. C'est l'aidant naturel qui paye pour ça. Parce qu'il a décidé de prendre soin de quelqu'un avec amour. Faudrait pas abuser de l'amour parce que, au fond, c'est une belle grâce, puis vraiment comment je pourrais expliquer, un privilège que d'avoir un aidant naturel à côté de soi. Mais s'il y a abus, dans le sens qu'il n'y a aucune condition pour les aidants naturels et puis ils doivent vraiment subir des méfaits importants dans leur vie, ben là, qui va vouloir être aidant naturel dans le futur? Parce que de plus en plus, la vie est exigeante. Alors, il va falloir qu'à un moment donné, la société revise ses valeurs et puis se resitue pour qu'on ne rende pas des gens malheureux parce qu'ils décident par amour de s'occuper de quelqu'un. C'est ridicule, au fond. Moi, je la sens, la reconnaissance. Des fois, j'en parle avec des copains de travail ou des choses. Ils disent, en tout cas, je sais pas comment vous faites pour vivre ça au quotidien, là. Même mon boss m'avait dit après-midi encore. Il dit, il sait que ça doit être dur. Il l'a pas vécu parce qu'il n'a pas ça, mais il reconnaît qu'on fait un travail très difficile. La reconnaissance devrait aller dans les deux sens. Le RANCA, elle nous aide, puis eux autres aussi, c'est des gens qui s'occupent de la RANCA, tu sais, c'est du monde comme d'autres, et c'est des hommes qui ont des choses à faire aussi. Mais ils se donnent corps et âme pour essayer de progresser puis faire avancer le projet. Ça, il faut être capable de reconnaître ça aussi, de notre côté. On est reconnu de leur côté, puis de côté des voisins puis des amis, ceux qui veulent. Mais il faut reconnaître aussi que Ranka, il fait des bonnes choses de notre part, pour nous autres. C'est d'être reconnu aussi de côté gouvernement, puis des soins qu'on donne, savoir jusqu'à quel point qu'on peut donner. Moi, des fois, je dis je donne 200 %. Oui. C'est impossible, mais je le donne. Je suis sûre que je le donne. Il y a des journées, non, mais il y a des journées que... Moi, je suis reconnue, ma famille, ils me reconnaissent, mais il n'y en a pas beaucoup qui viennent nous aider. Alors, ils nous lèvent notre chapeau, mais ça finit là. C'est parce qu'il y a le sens qu'ils ne se sentent pas capables de faire ce que nous, on fait quotidiennement ou banalement, si on peut dire. Je vais vous parler des 4 étapes principales de la prise en charge. La première étape, OK, qui consiste à l'étape de la mise en place. OK? C'est vraiment l'étape où la personne réalise qu'elle doit donner des soins à la personne, mais à cette étape-là, elle dispose encore d'un espace vital. Elle peut facilement aménager son horaire de travail avec l'horaire pour donner les soins. À cette étape-là, l'épuisement est absolument pas perceptible. Il n'y en a pratiquement pas aussi. C'est l'étape où la personne intègre vraiment ce que ça veut dire le rôle d'aidant naturel. À cette étape-là aussi, il n'y a pas vraiment une désorganisation de la vie de l'aidante naturelle. Okay? La charge de travail n'est pas insurmontable aussi. À l'étape 2, c'est l'étape qu'on nomme la vie continue. À cette étape-là, il faut dire que l'aidant est assez stable au niveau émotionnel, l'aidé est aussi stable au plan santé, la famille collabore, il y a une stabilité. Exemple, la belle-sœur peut venir donner 2 après-midi d'aide. Okay? C'est une étape où il y a une vitesse de croisière raisonnable. Okay? À cette étape-là, l'aidante naturelle ressent peut-être aussi que son espace vital diminue un petit peu. On fait entrer les équipements à ce moment-là, mais on est encore capable de donner les soins. Puis je vous dirais qu'à cette étape-là,
même les petites urgences sont considérées comme des défis. OK? C'est une étape où on peut dire que l'aidante naturelle ne va pas nécessairement faire appel à nos services. L'étape 3, la résistance à l'usure. C'est l'étape qui est assez cruciale au niveau de l'aidante naturelle ou de l'aidant naturel. C'est l'étape où il y a un déséquilibre au niveau de la santé de l'aidant. Ça peut être aussi de la santé au niveau de l'aidé. Il peut y avoir un déséquilibre au niveau des familles. Notre belle-sœur qui venait 2 fois ou 3 fois par semaine ne vient plus. Ça peut être un déséquilibre au niveau du logement, au niveau du travail. L'épuisement qui était imperceptible au stade 1 et 2 devient perceptible à cette étape-là. On sent que notre espace personnel comme aidante naturelle diminue de plus en plus. On a de moins en moins de temps pour soi. On a beaucoup de responsabilités au niveau du travail, au niveau des soins, puis on a de la difficulté à cumuler les deux. Je vous dirais qu'à cette étape-là, plusieurs aidants naturels consultent. Si, à cette étape-là, la réorganisation, exemple, si on refusait des services antérieurement puis on accepte des services dorénavant, si à cette étape-là, la réorganisation est réussie, l'épuisement diminue. Si par contre, à cette étape-là, la réorganisation est un échec, bien, l'épuisement continue. Fait qu'on a devant nous un aidant qui se retrouve avec plus de stress, plus de fatigue, plus d'épuisement et qui peut mener même à la dépression. La dernière étape, qui est le seuil de rupture. C'est vraiment l'étape la plus difficile pour le proche aidant. C'est souvent l'étape où il y a un événement catalyseur qui va venir bouleverser complètement la vie de l'aidant. Je vais vous donner un exemple. Ça peut être une proche aidant qui est grand-mère, qui du jour au lendemain apprend que son petit-fils est malade puis il doit avoir une opération à cœur ouvert. Alors, ça peut être l'aidante qui apprend qu'elle-même a un cancer. Hein? Alors, c'est vraiment une étape où la personne aidante n'est plus en mesure d'assumer ses responsabilités auprès de l'aidant. C'est une étape qui est marquée beaucoup par le chagrin, la tristesse, la colère, le ressentiment, la culpabilité. À cette étape-là, je vous dirais que nos aidants consultent, mais ils consultent accompagnés souvent d'un enfant, d'une sœur, parce qu'ils sont incapables de nommer ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils sont totalement bouleversés par la situation. C'est aussi à cette étape-là qu'on décide soit d'augmenter les services ou de demander un hébergement. Je vous dirais que l'approche idéale serait une approche où on tient compte de la communauté, pas uniquement de la personne dépendante, de la famille, mais on tient compte de l'ensemble de la communauté. C'est pratiquement une approche idéale. On a le proche aidant et l'aidé qui sont dans une communauté, mais qui sont aidés par la communauté. Je vous donne un exemple. Le pharmacien. Le pharmacien pourrait être un acteur principal par rapport aux besoins aussi d'aide et de maintien des services à domicile. On tend actuellement, dans le réseau, à explorer cette approche-là, mais tout n'est pas fait.